de cette vidéo. En fait, à l'origine, la mission qui nous avait été confiée par la SSF a été de travailler sur l'exclusion sociale et la reproduction sociale. Et la toute première idée, c'était en fait comment on peut faire marcher l'ascenseur social, comment on peut faire en sorte de sortir d'une spirale de l'échec. Et puis petit à petit, grâce aux interventions des gens qui ont participé à la vidéo ou aux discussions avec Jean-Pierre Agneret, qui a participé à cette première réunion, et matériellement, on n'a pas réussi à coller pour faire les prises de vue et tenir dans les délais qui nous étaient impartis. On est venu à cette formulation, l'éducation entre exclusion et réussite. Comment faire en sorte que l'éducation soit peut-être autre chose que de l'enseignement, soit une formation à de la citoyenneté, au vivre ensemble, et à faire en sorte que des jeunes qui sont a priori aujourd'hui exclus de la capacité à rentrer dans la société puissent y venir. Donc en quelques minutes, on a essayé de déterminer les messages qui nous avaient semblé être les principaux dans les interviews qui nous ont été faites. Et ce que je propose maintenant, c'est à Gilles Bertrand, à Jean-Pierre Agneret et à Amélie Kouadja, peut-être de développer un peu les propos, peut-être de répondre aux questions de la salle. Alors si vous voulez peut-être venir à la tribune, ce serait comme vous le souhaitez. Alors, le difficile, c'est toujours de recommencer. Mehdi, peut-être? Oui. En fait, ce que je voulais... On m'entend? Non, au fond, on n'entend rien. Ce que je voulais développer par rapport à cette intervention, c'est... Voilà, moi je me définis en tant qu'économiste du travail, et cette question m'intéresse en tant qu'économiste. Tout à l'heure on parlait avec des participants. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est comment, si l'économie se définit, comme disait Raymond Barre, c'est la science qui administre les ressources rares. Pour moi, le capital humain, c'est une ressource. Et justement, mon problème, c'est comment gérer la ressource humaine. Sachant que chaque année, notre système éducatif génère entre 140 000 et 240 000 jeunes décrocheurs, donc sans diplôme et sans qualification. Et le souci, c'est que ça a un coût financier, donc estimé effectivement à 32 milliards d'euros par cohorte. Et donc, ce qui fait que chaque année, l'éducation nationale dépense 60 milliards d'euros pour instruire nos jeunes, plus 32 000, c'est le coût d'échec en fait. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéressait par rapport à cette problématique-là. Pour revenir aux questions, donc aux facteurs du décrochage scolaire, comme on disait la dernière fois lors du débat, il y a des recherches qui ont compté pas moins de 228 facteurs qui sont en lien direct ou indirect avec, qui peuvent expliquer le décrochage. Autrement dit, si on a 140 000 décrocheurs, on a probablement 140 000 situations uniques. Mais pour apporter une réponse, on ne peut pas apporter des réponses uniques. Hein. Donc il faut quand même essayer un petit peu d'avoir quelques leviers, mais tout en étant dans ce que l'éducation nationale n'a pas réussi à faire, c'est différencier, adapter et personnaliser, et c'est que des partenaires comme l'école Guillaume Sens essayent de le faire. Et c'est un coût aussi, hein, donc ça fait partie des fameux milliards, voilà, parce que un récent rapport de la Cour des comptes, voilà, chiffre justement
coût de l'accompagnement, ça varie entre 2 000 € par décrocheur, par élève décrocheur dans l'éducation nationale, et ça va jusqu'à 25 000 € par an. 25 000 € par an, c'est 2 à 3 fois le coût de scolarisation d'un lycée. Voilà, normal. Donc le coût de raccrochage est supérieur au coût de la scolarisation normale. Voilà, donc c'est cette question financière qui m'intéresse beaucoup. Mais après, s'il y a des questions par rapport à cette problématique, d'une manière générale, je suis à votre disposition. Alors moi, j'ai eu le privilège de ne pas passer en vidéo, donc j'ai tout à dire. Alors, Jean-Pierre Alluret, directeur du lycée La Cabucelle, association formation et métiers, nouvellement arrivé en territoire marseillais avec une expérience formation au prof EPS, pour vous dire un peu ma sensibilité, ce qui me fait vibrer dans ma rencontre avec les jeunes et pourquoi j'ai choisi ce métier, et 10 ans d'expérience à la Fondation d'Auteuil, où là aussi on était sur des situations, les mêmes situations que je rencontre là dans l'association Formation et Métiers. Mon positionnement, donc merci à vous pour ces témoignages et tout ce qui a été dit. Mon positionnement est, je ne vais pas dire je vais m'inscrire en faux, je vais prendre un autre angle d'attaque que celui du déterminisme. C'est-à-dire, en général, pour traiter un problème, on voit la partie émergée de l'iceberg, on voit un jeune pour qui les résultats sont en chute, qui a un comportement déviant, et on essaye d'apporter des réponses sur ce que l'on voit. Voilà. Donc on a des symptômes et on essaye d'identifier des causes. Comme vous le disiez très justement, il n'y a aucune raison objective pour un décrochage scolaire, tellement les facteurs sont multiples. Donc il n'y a pas d'objectivité. Ça veut dire que le maître mot, c'est le jeune. Le décrochage scolaire ou la difficulté scolaire, c'est une conduite de l'élève dans son contexte. Mais c'est lui qui décide. Alors il subit probablement plein de choses, hein, mais c'est une conduite de l'élève. On doit apporter une réponse à cette conduite de l'élève. Et donc je m'inscris, au lieu d'être dans le déterminisme, j'irai plus dans la systémie, c'est-à-dire qu'on est obligé d'englober, on est obligé de faire du lien entre l'élève en difficulté ou l'élève décrocheur, l'éducateur ou l'enseignant du coup en difficulté lui aussi, et bien sûr l'institution malmenée dans son mode de fonctionnement. Et là où moi j'ai envie de mettre le focus, c'est de dire le problème auquel nous nous sommes rencontrés, c'est dans l'interaction entre tous ces acteurs-là. Parce que ce jeune-là, il n'est pas en difficulté dans son club de foot, il n'est pas décrocheur au foot. Hein. Donc c'est bien en lien avec le contexte que représente l'école et les apprentissages. Donc on doit se poser des questions sur les interactions qui se jouent entre tous ces acteurs-là. J'ai dit ça, j'ai rien dit, je n'ai pas apporté de solution, mais je suis plus sur une vision systémique. Voilà, comment on va pouvoir modifier les interactions entre les acteurs. On a bien entendu les jeunes, Sophie, Fatoumata et l'autre jeune qui disent « Ici, je reconstruis la confiance parce que les adultes m'écoutent, les adultes sont avec moi. » Donc ils sont en train de modifier l'interaction, voilà, hein, le rapport qu'on a habituellement enseignant-enseigné, qui est un rapport descendant. À l'école de la deuxième chance et dans ce qu'on a entendu, oui, les rapports sont tout autres. Donc il y a sûrement un travail à faire autour de l'interaction. Et je n'ai pas apporté de réponse. Des clarifications. Non, mais peut-être le plus important, c'est qu'on ait le temps de débattre. Donc d'abord, merci d'avoir déjà de vous être intéressé à l'école de la deuxième chance pour l'exercice que vous êtes en train de mener. Et puis merci plus profondément en fait de porter justement ce débat, enfin d'avoir fait le choix à l'intérieur des Semaines sociales de France, de porter le thème du décrochage, le thème de l'exclusion. Alors c'est vrai, on a eu une discussion assez longue pendant la première réunion sur le thème et sur cet élément de déterminisme sur lequel revient Jean-Pierre. Et on était tous mal à l'aise, c'est-à-dire à la fois on était tous mal à l'aise parce qu'on se disait il ne faut surtout pas que dans le titre on ait l'impression qu'on pointe vers un déterminisme de l'exclusion, vers une fatalité de l'exclusion.
Et en effet, le point central, c'est qu'il n'y a pas de fatalité de l'exclusion. Ensuite, la difficulté, c'est que même s'il n'y a pas de fatalité de l'exclusion, vous avez aussi des conditions sociales dans lesquelles, si vous avez grandi à tel endroit, dans tel genre de famille, dans tel genre de milieu et de quartier, vous avez forcément beaucoup plus de chances de vous retrouver du côté des décrocheurs que de vous retrouver du côté de ceux qui gagnent. Ça me fait un peu penser c'est Dostoïevski qui disait « les milieux pour l'homme, c'est presque une destinée ». Et en fait, tout ce qu'on doit faire, c'est travailler sur le presque. Qu'il y ait des gens, moi qui ai eu finalement la chance dans ma vie, en étant né dans les quartiers nord de Marseille, en étant ensuite passé par les classes préparatoires, les grandes écoles, d'avoir une sorte de vue en coupe socialement de la société française, j'ai pas l'impression d'avoir vu une différence, pardon pour ce que je veux dire, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu une différence significative d'intelligence entre les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Ce que j'ai vu, c'est une différence significative de code. Et ce que j'ai rencontré, c'est des jeunes qui auraient pu faire des choses si on avait investi le minimum sur eux, et à l'inverse, des jeunes qui n'auraient pas donné grand-chose si on n'avait pas investi énormément sur eux. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais ce qui est frappant, c'est que forcément, vous prenez certains des stagiaires de l'école de la deuxième chance, vous leur auriez donné simplement un environnement un peu plus normal, des copains qui les aient un peu moins tirés vers le bas, une famille un peu plus... une famille un peu plus structurée, un environnement où tout le monde ne parle pas comme d'une évidence du fait que le seul employeur du quartier c'est la CAF et l'argent informel qui circule pour toutes sortes de raisons, il aurait fait un parcours finalement relativement normal. Vous en avez d'autres où à l'inverse, il y avait un besoin de traitement individuel, y compris par rapport à des difficultés d'apprentissage ou à des difficultés émotionnelles, qui probablement se seraient révélées dans n'importe quel contexte, j'en sais rien. Mais à la limite, la question de l'inné et de l'acquis, on peut l'avoir éternellement. Nous, parce que la seule évidence à laquelle je pense qu'on est confronté, et là je pense qu'on sera tous d'accord, Jean-Pierre aussi, c'est qu'on a des jeunes en face de nous en qui, si on réussit à investir de la bonne manière, on est capable de révéler des choses, on est capable de faire sortir une confiance en soi, on est capable de faire sortir une motivation, et on est capable au bout du compte d'économiser une partie en tout cas des 32 milliards dont tu parlais. Et le petit point que je voulais faire aussi enfin, c'est un point sur la motivation. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis directeur de l'école de la deuxième chance, et c'est vrai que je suis souvent confronté à des gens qui me disent oui mais de toute façon c'est vrai que même s'ils sont dans des conditions d'exclusion terribles, etc., tant qu'ils sont motivés, tout va bien. Avec parfois un peu un sous-entendu qui est s'ils ne sont pas motivés, c'est un peu de leur faute. Et alors, en effet, quand on a des stagiaires qui arrivent chez nous et qui sont extrêmement motivés, on a toute une partie du travail, les premières semaines, parfois les premiers mois, pour aller chercher cette motivation qu'on économise. Donc on peut tout de suite passer à la phase 2 et canaliser cette motivation ou cette énergie. Mais après, c'est ce que je disais à un moment sur la 2e ou la 3e génération d'exclus, quand vous êtes né dans des territoires qui eux-mêmes ont pratiquement décroché en tant que territoire, pas en tant que personne, en fait, ça fait partie de ce qui vous est... Ça fait partie de ce qui vous est échu à la naissance de ne pas être motivé. Parce que vous êtes entouré de gens qui, en fait, ne le sont pas. Et qui, en fait, vous tirent vers le bas. Donc, tout le travail, c'est aussi parfois d'aller la construire, d'aller la chercher, cette motivation. Et parfois, c'est pas parce qu'un stagiaire arrive avec un air un peu endormi, un peu j'en foutre, un peu... qu'en réalité, on ne peut pas travailler avec lui. Ça veut surtout dire qu'il faut aller le chercher un peu plus longtemps. Parce que la motivation, en effet, elle existe, mais parfois, elle est enfouie derrière autre chose, mais qui relève aussi parfois de la survie dans une situation, d'une réaction finalement presque rationnelle à une situation où vous êtes obligé de ne pas exprimer trop de motivation, sinon vous êtes éternellement dans la déception et la tristesse, en fait. La question des 32 milliards renvoie aussi à une chose, à une évidence, c'est qu'il y a pléthore de propositions en termes de dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire. Il y a pléthore, il y a un surempilement. Et comment se fait-il, malgré tous ces moyens, qu'on n'y arrive toujours pas à apporter la bonne réponse? Pôle emploi a ses missions, la mission locale a ses missions, les établissements scolaires en ont, l'école deuxième chance arrive pour rattraper, etc. Chacun, de là où il est, fonctionne du mieux qu'il peut. Et la difficulté, elle est là. C'est qu'on est peut-être en silo, on est peut-être enfermé dans des structures rigides, et il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de vision, voilà, c'est compliqué, chacun dans son coin.
j'ai toujours pas apporté de réponse. Hein. Décloisonner, c'est facile. Après, il y aura toujours sur la question du financeur. Mais voilà, la réponse, elle est sûrement dans l'entre-deux. Voilà, dans l'entre-deux. Quand on est dans une institution où il y a plusieurs dispositifs, bon, Fondation d'Auteuil, on avait de l'internat, on avait de l'AMEX, on avait tout ça, on se rendait compte que là où les jeunes s'engouffraient, c'était dans les failles entre chaque établissement, entre chaque structure. Voilà. Et c'est dans ce entre-deux que la réponse doit probablement exister dans le lien qu'on fait dans le travail ensemble. Et je descends d'un cran. Quand on met autour d'une table un enseignant et un éducateur qui parlent d'une situation de jeune, on n'a pas du tout la même vision et on a même l'impression que l'un travaille contre l'autre. Voilà. Donc il y a vraiment aussi dans la qualité de l'accompagnement d'un jeune décrocheur, il y a aussi c'est quoi ton métier, comment tu t'y prends, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qu'on fait ensemble, On a entendu parler tout à l'heure à l'école La Deuxième Chance, la qualité du dispositif repose aussi sur la pluralité des personnes qui travaillent, psychologues, éducateurs, etc., chargés d'entreprise. On a là une diversité de regards qui fait que voilà, on arrive à construire quelque chose parce qu'on n'est pas enfermé avec ses œillères de prof d'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez, les uns ou les autres, développer sur justement la différence entre enseignants et éducateurs et peut-être quelle serait votre vision, le monde idéal ou la mission idéale pour éviter de faire du rattrapage, du raccrochage et peut-être faire de la prévention. Peut-être juste quelques éléments sur ce lien élève-enseignant. La classe a été définie par certains sociologues comme voilà, c'est un lieu de confrontation et de pouvoir. Aujourd'hui, les enseignants qu'on a dans l'éducation nationale, bon, parfois il y a des enseignants qui sont décrocheurs, hein, donc décrocheurs dans leur état d'esprit, et ça existe, hein, donc on en parle peu, parce que c'est mal vu, voilà, mais si vous faites un tour dans les salles de profs, voilà, il y a des problématiques qui renvoient. En salle des profs, on parle toujours des élèves, hein, et on parle toujours des élèves qui posent problème. Et ça renvoie justement que la salle de classe, c'est pas une salle neutre. L'enseignant est tenu par un référentiel, par un programme qu'il doit finir à tout prix, il est inspecté, etc. Dans la configuration actuelle du mode d'enseignement, l'école n'a pas ni le temps ni les moyens d'individualiser, de personnaliser, etc. Ça a été dit à maintes reprises dans le reportage, il y a des jeunes qui disent « moi je suis là pour faire une remise à niveau, pour reprendre confiance en moi ». Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai pas suivi. En gros, on nous explique que l'enseignant allait très vite. En fait, l'enseignant faisait son cours sans se rendre compte qu'entre lui et l'auditoire, il y a une sorte de ce que Stéphane Valéry, c'est un sociologue de l'école, a appelé le malentendu socio-cognitif. C'est-à-dire que l'enseignant explique bien et croit que tout le monde a compris. Il croit que, voilà, si vous ne levez pas le doigt et dites « Monsieur, j'ai pas compris », ça veut dire que tout le monde a compris. Et ça s'accumule, au fil des années, ça s'accumule. À un moment donné, au moment de la vérité, c'est au moment de l'examen, au moment des épreuves, on se rend compte qu'il y a la moitié qui n'ont pas compris. Mais, ça reste quand même vécu par certains élèves, notamment les décrocheurs, comme des situations d'échec. Et une situation d'échec, c'est une situation de perte de confiance en soi. Voilà. Et au fil du temps, donc, on se retrouve avec des jeunes à la fois démotivés, qui n'ont pas le niveau scolaire, et le système tel qu'il est construit, c'est-à-dire un système où, à la fin du collège unique, donc on ventile en fonction du niveau. C'est pas un hasard qu'un élève, en tout cas au niveau de l'Académie d'Aix-Marseille, vous avez un élève sur 4 à le brevet du collège est destiné au lycée professionnel, contre 4 élèves sur 5. En fait, il y a une ventilation en fonction du niveau, c'est-à-dire si on a le brevet du collège, on a de fortes chances d'aller au lycée général que d'aller au lycée professionnel. Donc c'est cette dualisation aussi de notre système scolaire qui génère aussi le décrochage, sans qu'on le dise. Donc voilà, j'ai juste dressé un
un petit panorama, enfin c'est un point de vue plutôt de ce qui se passe au niveau de l'école, sans apporter vraiment encore une fois, une solution. Mais voilà ce qui cause pour nous, ce qu'on constate, les décrocheurs ils ont deux caractéristiques, ils ont un niveau scolaire faible, donc ce qui se traduit aussi par le retard scolaire, donc le redoublement, ce qui conduit aux situations de frustration et des sentiments de manque de confiance en soi. Et le deuxième, c'est pas un hasard quand même que les décrocheurs sont majoritairement issus des milieux défavorisés. Donc le hasard fait des choses, mais en tout cas, cette fois-ci, il n'a pas bien fait. Voilà. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Pour moi, alors je me place au niveau des élèves décrocheurs. Je parle pas pour les jeunes qui vont super bien, qui réussissent bien à l'école. La notion de programme scolaire est une hérésie. Voilà, est une hérésie. Et nous avons des enseignants qui sont tiraillés entre je dois faire un programme, voilà, et des jeunes qui ne sont pas capables de suivre ce programme. Donc il y a un tiraillement énorme. Comme vous disiez, le fait d'être dans la prise en charge d'une classe globale complique tout. Voilà. L'individualisation, on voit bien que c'est la réponse. Le problème, c'est qu'on est dans la massification de l'enseignement, donc il faut apporter des réponses à chacun de là où il est, en fonction de ce qu'il est capable aussi d'intégrer. J'ai bien aimé votre image sur les enseignants. J'ai envie d'en donner une autre qui est complémentaire, c'est l'enseignant a l'art de répondre à des questions que les élèves ne se posent pas. Et c'est là où ça devient aussi assez compliqué. Voilà, ça devient compliqué. Parce qu'il a un programme à faire, donc il a des choses à dérouler. Peu importe l'élève en difficulté, s'il est capable d'intégrer ça. Après, quand vous disiez la ventilation à l'issue du collège unique, le collège unique c'est une hérésie. Là aussi, on marche sur la tête dans le collège. Alors vous allez dire, Jean-Pierre, c'est facile de démontrer. Le constat est là. J'ai rencontré le principal de Rosa Parks, donc l'établissement juste à côté de la Cabucelle, là, qui accueille 78% de ses élèves sont en difficulté. Donc la logique voudrait qu'à la sortie du collège, le constat qu'il fait, c'est là au moins 70% des jeunes devraient être orientés vers le lycée pro, sauf que l'orientation, même si un conseiller d'orientation, même si les enseignants sont au fait d'eux, l'orientation, elle est 80% de ces jeunes sont orientés sur une filière générale. Voilà. Parce que derrière, il y a aussi un problème de statistiques et d'image des structures. Les collèges aussi sont classés en fonction de l'orientation positive vers la filière générale. Donc ça complique tout. À partir du moment où la note et le diplôme est le seul vecteur pour pouvoir orienter des jeunes ou apporter des réponses, on aura tout faux. Donc en termes de perspective, pour moi la structure classe elle est caduque. L'idéal c'est effectivement d'avoir un mode de fonctionnement qui parte du niveau de compétence des jeunes. Voilà, on sait où ils sont, c'est de quoi ils ont besoin. À telle heure il est en niveau 1 avec les matheux, à telle autre heure il est en niveau 3 avec ceux qui font français, à telle heure, etc. etc. On part du jeune. Et je pense que même dans un contexte collectif, on peut arriver à avoir des dispositifs qui permettent l'individualisation, en tout cas qui permettent